Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de shell avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. On est lundi, on enregistre un lundi, ce qui est inhabituel. Donc, on est lundi le 22 janvier. Aussi dans un endroit un peu inhabituel, on est dans la maison de notre co-animateur. Dans les locaux. Dans la maison de Guy Barrette. On a pris possession de sa cuisine. On s'est fait un petit studio d'enregistrement portatif, c'est le cas de le dire. Puis, on enregistre lundi parce que pour nous, au niveau de la cédule, là, c'était plus simple. Puis, notre invité cette semaine, c'est Étienne Tremblay. Bonjour tout le monde. Salut, Hey, Étienne. salut Étienne. Salut. Notre invité, mais qui est pas vraiment notre invité. Vraiment? Non, parce que le vrai invité, c'est Guy. Guy, le co-animateur. Il voulait parler de workflow, puis donc à un moment donné, je disais à Guy, je dis, garde, tu vas parler de workflow, puis on va inviter Étienne à venir à l'émission. Puis, de toute façon, on cherchait à t'inviter, Étienne, mais on avait un problème, un petit problème de... Tu sais, on veut bien faire beaucoup d'émissions sur Team System, mais à un moment donné, on veut pas trop en faire. Donc là, on se disait, comment faire pour qu'Étienne vienne participer au Visual Studio Talk Show sans parler de Team System? Et c'est assez difficile parce que c'est quand même mon sujet de prédominance. Mais je connais d'autres choses. Ben oui, d'ailleurs, tu vas pouvoir prouver ça à nos auditeurs. Donc, comme co-animateur, là, t'as le défi de te trouver une couple de bonnes questions là pour mettre en boîte Guy, tiens. On va essayer de le piéger, mais Oh boy. pas vraiment. Non, pas Faites-en vraiment. pas. Le but est vraiment de faire de la vulgarisation sur un sujet qui te tient beaucoup à cœur, hein, Monsieur Barrette. Ouais, en fait, on va parler de Windows Workflow Foundation. C'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce que quand j'ai vu ce produit-là annoncé ou cette technologie-là ou ce set d'API, on va définir un petit peu qu'est-ce que c'est le Windows Workflow Foundation tout à l'heure. Mais quand j'ai vu ça, je dis waouh, c'est pas mal intéressant. On était au dernier PDC. Oui, c'est à au Los PDC. Angeles. Puis je me souviens que tout le monde, on était comme wow, il y a quelque chose là. Flabbergasté, comme on dit, pour nos cousins français. Alors c'est Ébahi pour en bon français. oui. Puis c'est quand même celui qui est le plus intéressant, je pense, de la série de .NET 3.0. Là. Ah, ça, on pourra débattre ça, là. Mais anyway. Ben moi personnellement, je pense que c'est celui qui va avoir le plus d'impact sur la façon dont on construit du logiciel. Celui qui va être le plus utilisé, ça va être Communication Foundation. Ça, je suis d'accord avec toi, par contre. Ouais. Puis presentation, c'est sûr que ça fait très c'est visuel, donc mais workflow va, en tout cas, ça a de grosses probabilités que dans le futur ça ait un impact Ouais, majeur. on va couvrir cet aspect-là. Puis, presentation, le problème, c'est qu'on peut pas l'utiliser. Il n'y a pas d'outil actuellement qui vient avec le SDK ou rien là pour utiliser PF vraiment. Puis moi, faire du XML là, en XAML, là, excuse, je vais attendre d'avoir un designer. Il y en a un, mais c'est pour les web designers, là, la fameuse. Ouais, puis on n'a pas le droit de les avoir sur MSDN, imagine. Je pense que Microsoft se tire dans le pied. Ils vont reviser cette politique-là. Guy, tu connais pas la formule habituelle de l'émission, hein? Tu sais pas comment on fait ça, un enregistrement. Pas du tout. Donc, mets-toi dans les souliers de quelqu'un qui est pour la première fois. Ah, je suis nerveux. On commence toujours par la biographie. Donc, comment faire la biographie de Guy Barrette? Moi, j'ai souligné quelques mots-clés. C'est directeur régional de la région montréalaise. Mhm. Donc, directeur régional Microsoft. On Exact. s'entend. Donc, je travaille pas pour Microsoft. Mais t'as des liens étroits. Ben, en fait, si on veut... T'es reconnu, je devrais dire oui, t'es reconnu. En fait, si on veut démystifier un petit peu le rôle du directeur régional, c'est quelqu'un qui est pas sur le payroll de Microsoft, donc qui travaille pas pour Microsoft, mais qui donne des conférences au nom de Microsoft de temps en temps. Donc par exemple, au lieu que Microsoft envoie quelqu'un là parcourir le Canada de l'est en l'ouest, ils vont servir des différents directeurs régionaux qu'il y a dans chacun des grands marchés pour donner ces présentations-là.
Ça, c'est du bénévolat de notre part. En retour, mais on a accès à de l'information privilégiée. On a aussi un canal qui donne beaucoup de feedback à Microsoft sur les technologies, comment les technologies sont perçues là, dans les compagnies qui les utilisent. Là. Parce que c'est vraiment pour Microsoft, vous êtes perçu en premier lieu comme étant un canal pour aller chercher du feedback de personnes externes à la grande entreprise. En tout cas, au monde interne de Microsoft. Mm-hmm. Donc, c'est la première mission, en tout cas, c'est ça. Les mauvaises langues, on pourrait dire, puis il pourrait le dire aussi pour les MVP, que vous êtes des marionnettes à la solde de Microsoft. Non, pas du tout. Si tu devrais voir, on a une liste de discussions privées là où on échange des idées ou des commentaires, tout ça, sur les technologies, puis comment ils sont utilisés aussi en entreprise. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de programmes puis product managers qui lisent cette liste-là, et vous devriez voir des fois comment on blasse là, certaines décisions, certains aspects là, que Microsoft fait. Tu as aussi reçu la reconnaissance de Microsoft comme MVP, donc Most Valuable Professional. Oui, en SPF. technologie web, oui. Puis, donc ça fait plusieurs années que tu l'as, le troisième année. Ça va, 3 ans. Écoute, ça fait plus de 10 ans que tu fais du développement. Tu as commencé à l'époque du Non, VB3. plus de 10 ans, ouais, ça va faire, je m'approche de 20 ans, là. 20 ans. Putain, t'as pas assez de Ça te cheveux rajeunit gris. un peu? Non, ils s'en viennent, mes cheveux gris, là. T'as pas assez de cheveux gris. Écoute, t'es connu aussi beaucoup comme quelqu'un qui aide les organisations avec Team System. Ça, c'est un des mots que j'avais souligné. Oui. Team System, parce que, bon, tu donnes des formations pour technologie à Technologie, Montréal. oui. T'es pas MVP Team System, mais tu pourrais presque l'être, parce que tu es proche, en tout cas, de toute la communauté Team System. C'est qu'à Montréal, ils ont déjà Étienne. C'est pour ça Ouais, c'est ça, là. Ouais, puis il y avait Jean-Luc à Toronto, Ouais, puis on a les meilleurs au Canada, là. c'est ça, on regardait, je parlais avec un autre groupe l'autre jour, puis on regardait au Canada, on a beaucoup de personnes reconnues en Team System côté MVP puis côté RD, tout ça. C'est assez impressionnant les équipes qu'il y a au Canada sur Team System par rapport au reste du monde. Là. tu as une implication dans la communauté depuis... Écoute, le groupe Visual Studio, ça fait quoi? 13e année? Ouais, on a commencé notre 13e année, on a commencé en 94. Puis je pense, toi, t'étais à la première réunion. Oui, effectivement, j'étais à la première réunion. Donc, tu étais là depuis le début. Ouais, en fait, sur 13 ans, je me souviens pas combien j'en ai manqué. J'en ai peut-être manqué, là, 3-4, là, maximum. La plupart du temps, c'est parce que j'étais soit dans une conférence ailleurs, aux États-Unis, ou chez un client à l'extérieur. Tu diriges le groupe depuis quoi? Sur les 13 années, il y a quoi? Presque une dizaine d'années? Depuis une dizaine d'années, ouais. Donc, puis ça, ben, année après année, Ouais. petit train va loin, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi. Tout à fait. Donc, les contacts, c'est ce que je trouve intéressant au niveau des groupes d'usagers. Pour ceux qui ont jamais assisté à des rencontres, c'est pas des rencontres de nerds, là. C'est des rencontres où on peut faire des contacts, on peut échanger des cartes d'affaires, on peut échanger des trucs, vous pouvez poser des questions sur Mais des c'est pas problématiques. des rencontres non plus de gens d'affaires. Là, on s'entend, Non, on est quand même non, techie. non, Les c'est gens des se techies. montrent leur nouveau téléphone, leur nouveau tablette PC. Il y a un petit côté... Ouais, il y a pas beaucoup de C'est- femmes. Puis Ouais. c'est aussi c'est très technique. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de présentations que c'est pas très technique, mais c'est aussi très professionnel. Les présentations, c'est pas du monde là, qui viennent puis qui savent pas de quoi ils parlent. Ouais. La plupart des présentateurs ou des présentations qu'on a sont de niveau professionnel, effectivement. T'es impliqué, bon, ça fait plusieurs années que tu participes au magazine Level Extreme, où tu fais des revues de livres, parce que tu es un avide lecteur de livres informatiques. Ouais, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Donc, la meilleure façon de se former, c'est de lire. Ça, on pourra jamais Effectivement. le recommander. Là, ceux qui commencent puis qui veulent en savoir plus, écoutez notre Visual Studio Talk Show, mais achetez des livres, ça l'aide aussi. DevTeach, qui est une conférence internationale qui a lieu maintenant depuis 3 ans, 4 ans à Montréal. 4 ans, ouais. Donc, t'es un des tech chairs. En fait, je m'occupe de la piste française, donc c'est moi qui fais la sélection des conférenciers et des conférences de la piste française. Donc, puis DevTeach, ça va avoir lieu encore cette année au mois de mai. Oui, puis je pense qu'on a une petite surprise pour nos auditeurs. Ben, Jean-René m'a contacté en me disant « Hey Mario, je voudrais encore vous offrir un tirage, une entrée gratuite si vous voulez faire un tirage à votre émission, là. Allez-y. » Je dis « Bon, ben parfait. » Donc,
comme l'an passé, finalement, on va inviter les auditeurs qui voudraient venir assister, participer au DFT. Tu vas avoir à payer, c'est pas 1000$, mais c'est près de... Ouais, c'est 1000$. Presque 1000$. Là, si t'attends à la dernière minute, c'est sûr que si tu t'inscris aujourd'hui, là, c'est 300$ de moins. Mais nous, on paie on a l'entrée gratuite au DFT. C'est sûr que le transport, ces choses-là, l'hébergement, là, c'est à vos frais. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, les frais d'hébergement, les frais de transport ne sont pas couverts. Tout ce qu'on fait tirer, c'est une entrée pour les 3 jours de la conférence. C'est un début. En tout cas, si tu le gagnes, c'est difficile pour ton employeur de dire, bon, ben, regarde, on ne te paiera pas l'hôtel, en tout cas, différentes... Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien sur la page où est-ce que les gens pourront venir s'inscrire. On va vous demander votre nom, votre adresse email. Il faut rendre ça un petit peu plus compliqué, là. Ben oui, surtout qu'on se disait, ça serait le fun que les auditeurs qui nous écoutent à toutes les semaines puissent avoir plus qu'une chance de participer. Donc là, comment on peut faire ça? Ben, la formule, c'est d'avoir un petit mot magique, donc un mot-clé qu'on va vous demander de mettre à chaque émission. Donc comme ça, si vous participez, on va faire le tirage en avril. Mm-hmm. Donc vous allez probablement avoir la chance de peut-être avoir 4, 5, 6 entrées là, d'ici avril pour ceux qui nous écoutent à toutes les systématiquement. Donc, on va donner le mot-clé dans le courant de l'émission. Oui. OK. Écoute, Guy, je pense que ça fait le tour de ta bio. Oui, c'est assez. Tu es un blogueur aussi, regarde, en tout cas. C'est assez, là. On va parler de Windows Workflow Foundation. On fait le pont, puis on revient justement pour en parler en détail. Parfait. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, tu veux nous parler des workflows? Mm-hmm. Puis je soupçonne que certains de nos auditeurs qui doivent se dire, c'est quoi ça un workflow? C'est quoi ça un workflow? En fait, un workflow, c'est une série d'activités. Une série d'activités qui vont définir le processus d'affaires. En fait, comment un processus va se dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que on peut le voir de façon visuelle. Donc, si vous êtes habitué, par exemple, avec Visio, faire des designs, un espèce de workflow ou de schéma là qui vous permet de prendre des décisions, ben un workflow, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va décrire ou définir un processus d'affaires. Je peux-tu te ramener en arrière? Puis j'aimerais ça te demander, à ton avis, pourquoi Microsoft a même sorti Workflow Foundation? C'est une excellente question. Pourquoi Microsoft a sorti Workflow Foundation? En fait, Microsoft s'est aperçu que ils utilisaient des engins de workflow différents dans des produits différents. Donc, par exemple, BizTalk a un engin de workflow, a son propre designer pour qu'on les utilisateurs, les développeurs développent des workflows. Il y a d'autres produits aussi qui avaient des workflows ou par exemple dans Office 2007 là, il était question de créer un nouvel engin de workflow. Puis là, Microsoft a pris un peu de recul et dit wow, on va consolider tous ces engins-là et on va en créer ou en distribuer et en supporter un seul. L'idée étant surtout de permettre à toutes les tiers parties de pouvoir utiliser cette plateforme de développement-là pour faire leur propre workflow et venir à ce moment-là grandir, bonifier, ouais. Puis... Parce qu'il faut comprendre que présentement, en fait, avant l'avenue de Workflow Foundation, si tu voulais acheter un engin de workflow, donc il fallait que tu ailles avec des tiers parties, comme par exemple Code2.net, qui était je pense le plus connu. Mm-hmm. Et c'était des gros sous. On parle de peut-être 50 000 $ américains là, pour un engin de workflow. Puis ensuite, fallait développer là-dessus. Là, Microsoft fait un move là, qui est très, comme on dit en anglais, là, bold, là, qui est vraiment fort. C'est-à-dire qu'ils donnent leur engin de workflow. L'engin de workflow est inclus là, dans ce qu'on appelle le .NET Framework 3.0.
Donc, des compagnies comme K2, est-ce que tu as entendu parler comment ils réagissent, eux autres? Comment ils réagissent à ça? Comment ils réagissent? Ben, en fait, Workflow Foundation, ce n'est que le moteur. OK? On va définir un petit peu c'est quoi les différentes parties de Workflow Foundation, mais en fait, c'est un moteur de workflow. Des compagnies comme K2, ce qu'ils voient, c'est que au lieu qu'eux autres mêmes développent leur propre moteur, supportent, bon, c'est des coûts quand même importants, c'est qu'ils vont s'attacher au moteur que Microsoft va offrir et vont bonifier. Donc, ça fait leur affaire. Ben, en fait, je sais pas si ça fait exactement leur affaire, mais j'ai jasé avec au dernier la tournée du lancement 2007. Les gens de K2 étaient présents avec un kiosque. J'ai jasé longuement avec le représentant qui était là. Puis pour eux, ben c'est comme si leur produit changeait pas. Ben c'est une portion de leur produit qu'ils n'ont pas besoin de gérer. Effectivement. OK, puis le moteur, ça reste que c'est pas mal ça qui est le plus compliqué à gérer souvent dans des produits. Fait que si c'est géré par Microsoft et supporté par Microsoft, c'est une bonne affaire. Là, tu dis, Microsoft, finalement, le workflow, c'est un API qui va venir avec Net 3.0. Ouais. C'est gratuit. Mm-hmm. Donc, dès que tu te procures le framework 3.0 pour développer, tu as accès à toutes les composantes. On pourra les décrire tout à l'heure de Workflow Foundation. Mais si ma première compréhension, c'est de dire workflow égale l'orchestration qu'on a dans BizTalk, es-tu en train de dire que finalement le cœur de BizTalk va être maintenant gratuit ou qu'est-ce qui différencie Workflow Foundation de BizTalk? En fait, Workflow Foundation, c'est un API, c'est un moteur pour les développeurs, pour le développement. BizTalk, c'est un produit complet. C'est un produit qui fait plus qu'un engin d'orchestration, plus qu'un workflow. Donc, le workflow à l'intérieur de BizTalk, ce n'est qu'une seule partie. Lorsque vous utilisez Workflow Foundation, ben, il faut que vous développiez une application qui va intégrer des workflows, des processus d'affaires, etc., etc. Donc, est-ce que tu es en train de dire, c'est que le cœur de tout ce qui est la gestion d'un workflow qu'on retrouve à l'intérieur d'un BizTalk, c'est ça que Microsoft va rendre gratuit, mais l'application BizTalk elle-même, le serveur avec tous ces outils de monitoring, ces outils pour être capable de par exemple, chercher des données externes, ça vient pas avec Workflow. C'est ce qui fait que BizTalk, c'est un serveur que tu vas payer plusieurs milliers de dollars pour te procurer. Exactement. Que ce soit juste au niveau du monitoring, par exemple, si pour toi, cette orchestration de processus d'affaires-là est très importante, tu vas vouloir l'héberger dans un BizTalk server. Mais si ton besoin est moindre, par exemple, tu voudrais juste à l'intérieur de ton application même avoir la capacité de faire une orchestration de processus, tu pourrais directement à ce moment-là héberger à même ton application, ton workflow. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc là, quand on dit héberger à même notre application, Mm-hmm. est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'équivalent d'une librairie? C'est-tu comme si je jetterais une librairie là qu'on pouvait .net, puis là je fais un appel, je fais un new sur la classe workflow, puis merci bonjour, je crée une instance puis ça roule? L'idée générale est à peu près ça. L'implémentation est plus complexe, disons. Workflow Foundation, c'est un set d'API. En fait, quand on a parlé tout à l'heure du .NET Framework 3.0. Eh bien, le .NET Framework 3.0 apporte plusieurs nouveautés. Donc, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, puis Windows Workflow Foundation. Et puis le petit enfant qu'on entend CardSpace. C'est CardSpace. Ouais. Donc, Workflow, c'est un API que le développeur va devoir utiliser comme un set d'API. Donc, on a des designers qui vont nous permettre visuellement de développer nos workflows. Et puis, par la suite, notre application, qui est en anglais, on dit le host. Donc, l'application, elle, va faire appel au workflow. Donc, notre application est l'hébergeur, ce que je comprends. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, les développeurs, eux autres, utilisent tous les outils de modélisation et de programmation que la plateforme nous fournit. Donc, Ouais. tu vas avoir des designers, comme tu disais, il y a des librairies .net qu'on peut appeler, donc il y a des classes. Et il doit sûrement y avoir aussi un namespace là, spécifique pour Workflow. Mm-hmm. Entre les deux, entre l'hébergeur, l'application et tous ces modèles-là, est-ce que c'est juste une librairie ou on retrouve d'autres composantes? Est-ce que, par exemple, il y a un runtime, un moteur? Ouais. Workflow Foundation est composé de plusieurs éléments. On a parlé des designers qui nous permettent, en fait, c'est des surfaces de travail qui nous permettent de designer là, nos workflows.
On a ce qu'on appelle les runtime services. Runtime services, ben, c'est des services qu'on peut, en tant que développeur, utiliser dans nos workflows. Comme par exemple, il y a un service qui nous permet de faire de la persistance dans une base de données SQL. On va voir tout à l'heure qu'on a deux types de workflows différents. On va voir la différence, puis on va voir dans quel cas ça serait avantageux d'utiliser la persistance. Donc, on peut persister notre workflow dans une base de données SQL et ça peut aussi supporter les transactions. On a un service de tracking qui nous permet de faire du tracking sur l'état de notre workflow. L'audit, finalement. Exactement, L'audit les sécurité. événements. Oui. Puis on peut faire aussi du scheduling. Il y a un service de scheduling qui nous permet de lancer nos workflows, là, finalement. Tu as dit que c'est runtime services. Donc, il y a une autre composante qui est le runtime lui-même, le moteur qui exécute les workflows. Oui, ça c'est le Runtime Engine qui fait partie finalement là, de l'API. Le runtime engine, lui, il va rouler dans le même process que l'hébergeur. Donc, Oui. puis ce que je me doute, par contre, ils doivent pas être sur le même thread. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que les workflows, lorsqu'on lance un workflow à partir de notre application, le workflow va être exécuté, sur un thread différent. Ce qui fait en sorte que, mettons, tu as une interface usagée, une application Windows Form. Elle, tu as une application, donc c'est ton main form. Lui, il a son thread, le thread qui s'occupe de tout le UI. Tu lances ton workflow, oups, ça travaille sur un autre thread. Donc, l'échange de données, il faut que tu le gères de façon... puis, le Runtime Services, un des services qu'il offre, c'est justement cette capacité de pouvoir échanger les données. Exactement. Si je peux ajouter aussi, qu'est-ce qui arrive si t'en pars 2 puis 3 workflows? Y a-tu un thread par workflow? Oui. Oui. Okay. Et c'est le fun, ça veut dire que tu peux partir plusieurs workflows. C'est ça. Puis t'as pas de souci au niveau du développement, au niveau des threads. Par contre, faut que tu codes ton application en conséquence. Donc, il faut que tu aies un événement, tu as un callback. Le workflow va te répondre avec un callback. OK? Donc, il va relancer un événement du côté du host. Puis là, il va dire, j'ai fini, voici mon résultat. Okay? Ça, c'est dans un mode quand l'application roule localement. C'est-à-dire que dans le même process, j'ai littéralement mon application à Plant qui va farcir le runtime. Mais des fois, tu peux être aussi dans un monde distribué où littéralement le host pourrait être, par exemple, une application web. Une application web, un web services. Donc, tu pourrais héberger. Tu pourras me confirmer ça, Guy, mais je soupçonne qu'on peut héberger notre runtime directement dans un ASP.NET à ce moment-là, faire de la communication à travers Web Services. Ouais, on peut faire même plus. On peut exposer notre workflow directement comme service web. Donc, sans avoir à faire toute la poutine de bâtir un site web, et mettre le workflow, lui, il sait faire ça. Ouais, il peut s'exposer directement comme service web. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Je veux juste revenir au niveau du thread puis des applications web. Normalement, dans une application web, tu ne fais pas de thread. C'est pas nécessairement recommandé de partir des threads différents dans une page. Il y a des modes d'exécution qui permettent de ce qu'on appelle le manual scheduler. C'est qu'au lieu de partir le workflow avec le scheduler standard, tu le pars avec le scheduler manuel, comme on appelle. Et tu lui dis spécifiquement, je veux que tu partes là sur le même thread que le host. C'est pour ça que Microsoft te fournisse une solution complète où ils disent, regarde, ton workflow, si tu veux, il peut être déjà tout embarqué dans un site web, puis il fait de la communication à travers les web services, donc ça t'évite d'avoir à comprendre toute cette quincaillerie interne. Ouais, effectivement. Par contre, si tu veux te faire une application, par exemple, souvent les premières démos qu'on va voir, c'est une application console, une application Windows. Là, on va se rendre compte que le workflow, il roule dans son thread, puis il doit avoir tous les mécanismes de communication, puis il faut comprendre ça, là, en tout cas, si on veut faire des workflows locaux. Ça, c'est les 4 grands blocs qu'on trouve. Oui, puis en fait, il y a une série aussi d'activités. On va définir c'est quoi une activité, mais toute une librairie d'activités là, qu'on va pouvoir intégrer dans notre workflow. Donc ça, c'est les 4 grands blocs. Donc là, c'est intéressant ce que tu amènes. Donc tu dis, c'est bien beau, on a ces 4 fondations-là, l'hébergeur, le host, le runtime qui roule dans le host, et forcément des services que le runtime peut fournir. Tu as parlé d'un qui serait la persistance, parce que un workflow, ça peut arriver à l'occasion que ça soit pas quelque chose qui se fasse en quelques minutes, là, que ça dure pendant 2 semaines, 3 semaines. Si tu es
t'as des milliers de transactions comme ça qui durent 2-3 semaines, ça te prend un méchant serveur. Donc, la capacité, par exemple, d'hydrater ou de déshydrater un workflow ou de persister directement sur une BD, ça devient intéressant. Puis c'est un des services que Oui, et la de plateforme nous offre. là, on pourrait maintenant définir c'est quoi les deux types de workflow qu'on a, les deux types de workflow principaux. On a le workflow séquentiel. Donc, si dans Visio, vous avez fait un diagramme d'activité, ben, il y a un début et il y a une fin. Il y a un point d'entrée puis un point de sortie. Alors Puis, ça, c'est entre les deux, il y a une séquence d'activité. il y a des conditions, tout ça, puis chaque petit bloc à l'intérieur, on le définit comme une activité. Donc ça, c'est un workflow séquentiel. Il y a un début, il y a une fin. Y a-tu une belle librairie d'activités quand même qu'on peut utiliser? Oui, il y en a plusieurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des classes, les activités ce sont des classes, donc on peut étendre les activités qui viennent de base avec le workflow. Donc on peut faire les notes, ça que tu Oui, veux dire. on peut en créer à partir de scratch, de rien. Donc pour ça, on peut coder nos propres activités. Ça c'est important parce que veux pas un framework, ça donne une fondation d'affaires, puis il te donne les affaires les plus utilisées, mais souvent il n'y a pas une application qui est pareille puis qui utilise les mêmes les affaires stock, fait qu'il faut qu'on puisse pouvoir faire les nôtres là. Mais on reviendra, Guy, sur plus en détail les activités. ouais. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le séquentiel, c'est une séquence d'activités. Quel est l'autre type de workflow qu'on peut avoir? Le deuxième, c'est le state machine. Le state machine, c'est un workflow qui nous permet de bouger d'état en état. Ce que souvent on va appeler une machine à état fini. C'est-à-dire que tu as des états dans lesquels tu peux être, puis à un moment donné, il y a aussi un point d'entrée, puis il peut y avoir un ou plusieurs points de sortie. Alors, ouais, exactement. Donc là, c'est plutôt que d'y aller de façon séquentielle, là, donc du point A au point Z, là, puis il se passe des choses au milieu. Donc là, on a une surface de design, par exemple, qui contient plusieurs blocs. Et on peut passer, par exemple, du bloc 1 au bloc 2, au bloc 3, puis vice-versa, etc., etc. Et aussi, on peut revenir au bloc 2, Exactement. au bloc 1, puis Donc, retourner au 3, puis... c'est ça. Donc, c'est pas un diagramme qui va, ou un workflow qui va se dérouler d'un point d'entrée nécessairement précis, puis d'un point de sortie précis. Puis on pourrait dire que la grande différence entre le séquentiel le state et machine, le state machine, c'est que le séquentiel, le processus est en contrôle des activités, tandis que dans le state machine, on répond à des événements à quelque part. Exactement. Donc, c'est parfait quand des êtres humains doivent intervenir dans un workflow. Le parallèle pourrait être fait entre la fameuse application console, qui était vraiment très séquentielle. En tout cas, on n'a pas le choix. Hein. Il y a un début, puis là, tu rentres tes choses. Et la fameuse interface à la Windows, où est-ce que là, on répondait à des événements. On peut faire un petit parallèle entre... Ouais, puis pour mieux décrire le state machine, on pourrait prendre l'exemple d'un site où on doit faire l'approbation de, je sais pas, une dépense de voyage ou une demande de voyage. Donc, il y a un être humain qui doit faire l'approbation. C'est pas un système automatisé, par exemple, qui fait l'approbation. Alors là, tout à l'heure, auparavant, tu mentionnais le fait que un workflow peut durer pendant des semaines, théoriquement. Donc de là, l'aspect intéressant de pouvoir persister sur disque, donc dans une base de données SQL, l'état du workflow. Donc, par exemple, si je fais ma demande de voyage, Étienne, t'es mon boss, t'es pas au bureau aujourd'hui, mais le workflow, là, est-ce qu'on le garde en mémoire? Vive, juste pour le plaisir de le garder en mémoire vive? Pas du tout, là. Ça va coûter cher en serveur. Ouais, c'est ça, il pourrait en avoir des centaines en mémoire sur le serveur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut persister le workflow sur disque dans une base de données. Mais je veux te revenir en arrière par rapport au workflow humain. Un workflow séquentiel, ça peut faire très bien la job humain aussi. Donc, tu reçois ton workflow commence au début, arrive au milieu, qui demande une approbation. Tu peux l'hydrater en plein milieu puis le repartir, même de façon séquentielle. Des state machines, c'est plus comme, par exemple, une machine à Coke, où est-ce que tu mets ton 25 cents puis tu veux choisir ta boisson, mais tu peux aussi canceller. Canceller va retourner à l'état 1 exact. Ou passer en arrière. Donc, c'est plus des états comme ça, mais ça peut être aussi utilisé pour des approbations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le workflow state machine, c'est que les petites boîtes, elles,
peuvent contenir des workflows séquentiels. J'allais justement te demander cette question-là. On peut-tu mettre des workflows séquentiels? Exactement. Donc, normalement, ce qu'on voit, la surface de travail va nous montrer une série de boîtes qui sont interreliées une à l'autre. Et lorsqu'on double-clique, on fait notre drill down là, dans l'activité, ben là, on va voir un workflow séquentiel. Donc, tu as dit, chacun de ces boîtes-là est une activité. Donc, un workflow, c'est un ensemble d'activités, soit séquentielles ou si c'est un state machine, donc soit relié par des liens événementiels. Ces activités-là, est-ce qu'on peut les décrire un peu? Donc, c'est-tu des activités, tu peux en parler comme, il y a certaines activités qui peuvent être comme des conteneurs pour d'autres activités? Exactement, comme un état va être un conteneur pour une activité séquentielle, par exemple. Au plus simple, une activité, c'est un if. Donc, un type d'activité pourrait être tout simplement une condition, un if. If telle variable est égale à telle chose, ben je branche soit à gauche ou à droite. Donc, les gens de Microsoft, ils nous ont fourni une base d'activités qu'on pourrait dire très simple, mais qui permettent de faire de la logique. Là. Des if, il doit sûrement avoir à faire des boucles. Donc, il y a tout cet ensemble d'activités-là. Il y a probablement d'autres types d'activités que Microsoft nous fournissent aussi. J'imagine des activités pour... on a parlé tout à l'heure qu'il faut permettre à... Il y a des boucles, par exemple. Il y a des conditions multiples. On peut appeler un service web. Exactement. Donc, il y a une activité spécialisée pour appeler un service web. Donc, par la suite, on peut prendre des décisions selon la réponse qu'on a eue du service web. Puis j'imagine aussi il y a des activités qui ont comme but de plus contenir d'autres activités. Je sais qu'il y en a une qui permet de faire du traitement en parallèle. C'est quelque chose qui est difficile à faire en code, ça. C'est-à-dire, tu crées une activité puis tu dis, OK, là, moi, je vais avoir 5, 6 quasiment des threads, ou est-ce que je veux que ces choses-là, au lieu de se faire séquentiellement, une à la suite de l'autre, se fassent en parallèle? Puis l'inventaire, demande la permission aussi, tout ça. Puis quand toutes les choses sont valides ou ont une réponse, là, tu continues. Mais effectivement, faire ça en code, c'est ardu parce qu'il faut que tu fasses des threads pour chacun. Ça, c'est un exemple où est-ce que le workflow te simplifie la vie. Parce que il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, pourquoi je prendrais un workflow? Je peux coder ça, là, comme je fais aujourd'hui, là, en C# ou en VBNet, puis je me crée mes méthodes qui sont essentiellement une méthode par scénario, par use case. Puis pourquoi je les mettrais dans un workflow? C'est quoi? C'est l'aspect visuel? C'est... Quand j'ai vu pour la première fois Windows Workflow Foundation au PDC, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect visuel. Je me suis dit, voici le lien manquant entre le développeur et l'analyste. Voici le lien manquant qui visuellement va décrire l'application en tant que telle. Donc, le développeur parle un langage de développeur. L'analyste d'affaires, par exemple, parle un langage qui est moins technique. Et quand les deux rôles se parlent, souvent, ils se comprennent pas. Parce que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que Microsoft nous ont fourni les blocs, des activités de base, les if, les books, tout ça. Mais il n'y a rien qui t'empêche, toi, comme développeur, de faire des activités plus spécialisées qui représentent le domaine d'affaires. Exactement. Mais je reviens à mon exemple. Donc, l'analyste, lui, parle un langage, le développeur parle un autre langage. Comment l'analyste peut valider que le développeur a bien compris la problématique puis l'a bien implémenté? Il peut pas ouvrir le code puis commencer à regarder du code C# ou du code VB, là. Il comprend pas ça, là. Mais présente-lui un workflow, puis il va dire, OK, tu as une condition, si le coût du billet est plus inférieur, grand que $1,000. plus grand que $1,000, donc tu vas dans telle direction, tu prends telle décision, oui, c'est automatiquement approuvé si c'est en bas de $1,000, blablabla. Donc, l'analyste, lui, peut valider. Puis, si on pousse ça à l'extrême, le client, ou bon, si le client est assez technique, il pourrait comprendre, regarder notre workflow, puis comprendre un peu qu'est-ce qu'on est en train d'implémenter. Donc, un peu comme la programmation visuelle avec l'avènement de Visual Basic dans les années 90, ça a permis de rapprocher l'analyste, des utilisateurs, des développeurs en leur disant, voici ton interface, on était capable de leur montrer, puis de la prototyper. En tout cas, il y a toute une période où est-ce qu'on disait on prototype avec VB, mais on développe pas. À un moment donné, les gens se sont dit, pourquoi refaire en C++ qu'on fait en VB? Puis ça a été des années de gloire de VB.
Et ce qui a amené finalement la plateforme.net. On se cachera pas, la plateforme.net, c'est le monde VB qui a gagné sur la complexité du C++. La plateforme Windows Workflow, c'est un peu l'équivalent, mais pour les processus d'affaires. C'est rendre visuel les processus d'affaires et permettre justement cette communication-là entre développeurs, analystes et ultimement même les clients sur voici le processus ou le besoin d'affaires que l'application va répondre. Effectivement. Puis en plus, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Workflow la première fois, je me suis dit, on va vraiment pouvoir maintenant, avec le Workflow Foundation, coder des blocs de code réutilisables. Donc, si on doit faire une activité, l'activité, elle va pouvoir être réutilisée d'application en application parce que peut-être que ça serait au rôle de l'analyste de créer le workflow. Donc, le rôle du développeur serait, par exemple, de créer un set d'activités, puis l'analyste, lui, joindrait ces activités-là, puis créerait des workflows. Parce que, par exemple, un exemple d'activité très orienté à faire, ça pourrait être une demande d'approbation. Mm-hmm. Donc, tu préfères une activité qui sait faire ça, puis qui a en arrière toute la poutine pour stocker dans les BD s'il faut, si peut-être que le mécanisme d'implémentation doit être d'aller par email, quelle que soit la solution, il y a une activité qui s'appelle une demande d'approbation. Bon, on se le cache pas. Il y en a-tu des applications d'entreprise où on demande une approbation? Donc, on pourrait toujours utiliser cette activité-là. Donc, ça devient comme des blocs où les analystes d'affaires peuvent programmer en étant beaucoup plus proche du domaine d'affaires que dans les if then else qu'on trouve en VB.net. Donc ça c'est les deux points que j'avais vus au PDC qui m'avaient fait comme wow, ça c'est intéressant. Puis moi je vais te rajouter une autre affaire dans tout ça, c'est l'aspect, on l'a tout couvert quand on discutait, mais il y a un aspect qui est pas négligeable, c'est que de projet en projet, comme c'est rendu un API, une plateforme. OK? Maintenant, si tu vas à une autre compagnie, tu dis, hey, vous avez des workflows à faire, on va le faire avec ça. C'est standard, c'est standardisé de projet en projet. Quand on fait des workflows, on prend ça. Donc là, tu n'as pas besoin de réapprendre la roue parce qu'on parlait au début de l'intervention, on parlait que faut que je fasse un workflow pour cette applique-là, faut que je fasse un workflow pour cette applique-là. Là, tu as ton programmeur qui va d'un projet à l'autre, faut qu'il réapprenne tout le code de workflow de l'autre parce qu'il n'est pas pareil. Tandis que si on standardise sur une plateforme commune, bien là, tu vas de projet en projet, vous utilisez workflow, pas de problème, je connais ça. OK, donc ça, c'est non négligeable. On parle quand même là, que les analyses d'affaires, c'est très important. Puis je suis parfaitement d'accord avec toi, Guy. Mais ça, c'est non négligeable aussi, comme de mettre ça dans ton outil, dans ton coffre à outils comme développeur, dire oui, je connais ça, je peux en faire des workflows, moi. Ouais. Alors les points que j'ai mentionnés, puis ce que tu mentionnes aussi est super important. C'est ce qui m'avait fait vraiment là fait triper là quand j'avais vu Workflow Foundation. Là, moi, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable. Ça a l'air tout beau, là. Quand on parle de ça, là, c'est comme, mais comment ça se fait que la planète entière ne saute pas sur Windows Workflow Foundation, là? Il y a sûrement des petits bémols qu'on peut apporter, là. Jamais je croirais que c'est juste parfait, cette technologie-là. Eh oui, effectivement. En fait, je vous expliquais, j'étais sur un high, là, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu Workflow pour la première fois. Là, quand tu l'utilises pour la première fois dans une application, là, tu te rends compte, OK. Qu'est-ce qui était... Bon, premièrement, la communication entre le host, entre ton application et le workflow, c'est pas facile. Ma compréhension, c'est que les programmeurs, on n'est pas habitué de travailler thread à thread, on est habitué de travailler juste dans un thread, donc c'est ça. D'avoir, donc c'est pas comme si tu as un objet, tu t'appelles une méthode, puis il y a un résultat qui te revient. Donc c'est plus compliqué. Il y a deux façons de passer des données ou de l'information de ton application vers le workflow. Il y a un premier modèle qui est un modèle événementiel qui est hyper compliqué. Il faut que tu te crées des événements, des callbacks, des ci puis des ça. La première fois que j'ai regardé ça, j'ai dit voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment complexe. C'est flexible, mais c'est excessivement complexe. On s'entend, le programmeur moyen, ça le perd. Il est perdu quand il voit ça. Ah, tu veux dire oui, je t'ai perdu. Face à face, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple appel là, à une méthode.
On retombe, tu sais, le niveau de complexité était un peu comme quand on faisait du C++, puis que là, on avait des pointeurs, puis on perdait certaines catégories de développeurs, et Workflow peut perdre une certaine catégorie de développeurs. Absolument, à ce niveau-là. Donc, oui, en plus, c'est que c'est tous les workflows, c'est des procédés asynchrones. Donc, on peut en partir plusieurs dans le même host. Puis la problématique avec ça, c'est qu'évidemment, on a des retours à n'importe quel moment. Dans chacun de ces workflows-là, il faut gérer tout ça, les retours de qu'est-ce que je fais avec ça, tout ça. Donc, ça amène une autre complexité. Puis, moi, si je peux donner un commentaire, je trouve que Microsoft, ils font rien pour s'aider. C'est-à-dire que ils présentent toujours Workflow avec des espèces de step-by-step, faites ci, faites ça, sans jamais présenter les concepts d'architecture. Jamais. Ça, c'est un excellent point, là. Dans toutes les présentations que j'ai vues de Microsoft, jamais je n'ai vu la personne qui faisait la présentation montrer cet aspect complexe. Puis, écoute, ils ont rien inventé, là. Entre autres, ils implémentent le command pattern, qui est un pattern qui est documenté dans les 21 patterns du livre de design pattern. C'est comme, expliquez-nous, vous allez faire un command pattern. Déjà, on va savoir ce que vous en allez. Il faut que tu livres comme les 20e étapes pour dire qu'est-ce qu'ils font. Pour là, à un moment donné, dire, t'es en train de faire un command pattern. Des fois, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des bébés où on disait faites ça, posez-vous pas de questions. Je m'excuse, mais moi je m'en pose des questions. J'essaie de comprendre qu'est-ce on m'enseigne. Puis je trouve que ça manque. J'espère que les nouveaux livres qui commencent à apparaître sur le marché vont prendre la peine d'expliquer ça parce que on peut y arriver à comprendre. Écoutez, la technologie elle est là, elle est utilisable. C'est juste de comprendre l'architecture sous-jacente. Parce qu'à ce moment-là, on l'utilise de la bonne façon. Puis ça revient à tous les exemples de toutes les API de Microsoft. .NET est le premier outil là-dedans. Les exemples, quand on regarde dans MSDN Library ou même sur le web, les exemples, c'est pas des exemples real life, là. C'est pas des vrais exemples. C'est souvent, t'as 20 lignes de code qui t'expliquent la chose. C'est correct, ça. C'est important. Souvent, tu veux juste avoir le petit vite, là. OK, mais moi, ces exemples-là, mets-les en snippet dans le produit pour qu'on puisse les utiliser. Mais donne-moi un exemple plus charnu, là, tu sais, souvent, c'est bon de faire des to-do, là, des cookbooks, mais faut quand même, des fois, il faut que ça soit plus charnu. Surtout que ces scénarios-là, qui sont finalement de la communication locale, à l'intérieur du même processus, c'est probablement pas le vrai scénario d'affaires qui va arriver parce que héberger un workflow avec des web services, c'est probablement ça qui va être la vraie utilisation de ça. Puis il devrait peut-être commencer par nous enseigner ça parce que le modèle qu'on met en place pour faire ça est beaucoup plus simple. À ce moment-là, c'est sûr que tu fais pas de la communication interprocessus, ça passe par des web services, mais t'as rien programmé, tu vas juste déclarer ton workflow, bingo, il est hébergé. Puis après ça, dans ton application à plante, tu appelles des web services comme on sait faire. C'est sûr qu'il faut aller chercher le WSDL, que tu ramasses l'interface, le contrat, mais la programmation à ce niveau-là, elle est beaucoup plus simple. Elle a une approche orientée service, mais personne en entreprise pourrait être contre ça. C'est juste qu'on essaie de nous montrer comment on peut utiliser Workflow avec l'ancien modèle de programmation, puis là, c'est peut-être pas à son meilleur. OK. Revenons aux deux façons, parce que j'avais mentionné tout à l'heure qu'il y avait deux façons de communiquer avec le workflow. Le modèle événementiel, qui est excessivement complexe, qui est pas facile pas facile à implémenter, qui demande du travail, disons. Et la deuxième façon, le deuxième modèle, c'est avec des propriétés. Donc, notre workflow peut exposer des propriétés publiques. OK? Puis on va passer notre information à ces propriétés-là. En fait, pas directement. Il va falloir se créer une collection, que lorsqu'on lance notre workflow, l'engin de workflow va faire le mapping entre la collection qu'on a déclarée, qu'on a passé, et les propriétés qui sont déclarées publiques. C'est plus simple. C'est ce qu'ils appellent les data services. C'est très, très, très simple. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut pousser le modèle un petit peu plus loin, puis notre propriété peut être un objet complexe. Donc, peut être un objet qui contient plusieurs types simples, mais un objet complexe qu'on peut passer. Puis l'objet que tu traverses à ce moment-là d'un thread à un autre thread devient littéralement l'implantation d'un data transfer object. Donc, tu crées des objets pour transporter l'information. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à implémenter. Il faut juste implémenter notre callback, là, notre événement là, qui va être lancé lorsque le workflow va avoir terminé son opération.
Mais moi, comme je disais un peu plus tôt, je pense vraiment que c'est pas là que les workflows vont prendre leur place. C'est plus dans l'implantation environnement distribué. C'est-à-dire machine à machine, où est-ce que là, c'est les services web qui sont vraiment le mécanisme privilégié, en tout cas avec... Ouais, ben ça, l'avenir nous dira comment Workflow va être intégré. Donc ça a été la communication entre l'application et le Workflow. Ça a été premier cas là, où j'ai dit, oups, c'est un petit peu plus complexe qu'on pensait. Là où j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile aussi, c'est si tu développes une application et t'introduis des workflows, faut que tu y ailles à 100% ou si tu vas juste à petits pas, c'est plus difficile. Dans le sens que faut que ton application prenne en charge ou soit complètement développée là sous format de workflow ou si tu en fais seulement une partie, ça vaut peut-être pas la peine parce que évidemment, il y a une courbe d'apprentissage. Il va falloir que les développeurs apprennent comment ça fonctionne un workflow. Il faut pas se le cacher, il y a une courbe d'apprentissage ici. Je trouve ça drôle aussi parce que si on regarde là, dans Visual Studio, quand on veut commencer un workflow, les choix qu'on a, c'est une librairie d'activités ou bien un workflow dans une application console. Donc, entre moi et toi, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait une applique console. Donc, il y aurait pu comme au moins mettre un départ avec une application Windows Form qui est quand même, en général, si tu fais une application Windows, si tu fais une application Windows Form, tu fais pas une application console. Donc, je trouve juste ça drôle qu'ils ont parti ça dans une console, là. Ouais. Donc la courbe d'apprentissage est quand même importante. Puis, ça m'a fait penser un petit peu à l'orienté objet. Oui. L'orienté objet, quand ça a été introduit dans notre domaine, ça a été un changement drastique où il a fallu faire la formation, il a fallu que les gens comprennent, testent et commencent à utiliser cette technologie-là. Maintenant, bon, l'orienté objet, on le prend pour acquis, là. C'est dans toutes nos applications. Mais ça a été une cassure quand ça a sorti. L'utilisation du workflow, je le vois un petit peu pareil. C'est que il y a un changement au niveau potentiel, au niveau de la façon qu'on va développer nos applications dans le futur. Un peu comme l'orienté objet a amené des changements au niveau de la programmation. Et je pense qu'on va voir une cassure à un moment donné. Ben, ce qui est quand même rigolo, je sais pas si on veut dire si c'est si rigolo que ça, mais l'orienté objet, c'est qu'on a voulu focusser sur les entités, en tout cas les objets, donc les noms, les choses, plutôt que sur les verbes. Dans les années 70, 80, 90, on était très orienté procédural, donc on focusait sur les actions à faire. Maintenant, c'est sûr qu'un workflow, là, c'est du procédural, hein. Puis, donc, en orienté objet, il y a une façon qu'on a développée pour être capable de pouvoir faire du procédural déguisé à travers les objets, c'est le fameux pattern command. Donc, développer une commande. Donc, on est obligé, finalement, pour bien comprendre comment on peut faire un workflow dans un monde orienté objet comme est la plateforme.net, d'implanter le command pattern. Puis ça, ben, c'est sûr que pour beaucoup de gens qui maîtrisent peut-être pas toutes les finalités, en tout cas les subtilités d'orienté objet, ça peut sembler déconcertant à prime abord. Pourquoi on fait ça? Mais c'est ça, je trouve, qui est un peu triste. Il devrait expliquer, dire, on n'a pas le choix, on vit dans un monde orienté objet, puis on veut vous faire du procédural, mais on va le faire de cette façon-là. Puis si on nous l'expliquerait comme ça, après ça, on verrait comment la plateforme workflow vient s'implanter dans le framework. Parce que Microsoft peut pas renier le fait que le framework est orienté objet. Mais le workflow, c'est procédural par définition, c'est justement une séquence d'activités. Ouais, exactement. Puis en plus, on n'en a pas parlé encore, mais comment on code notre workflow? On peut le coder de plusieurs façons. On peut le coder avec du code .NET, donc en C# ou en VB.NET. Mais il y a une deuxième façon qu'on peut faire aussi, c'est c'est par markup, par ce qu'on appelle le XAML. C'est des balises HTML, là, finalement, c'est du XML. Donc on peut développer notre workflow en markup. Un peu comme le WPF fait finalement. Ça, c'est pour les hardcore, ça. Ah oui, c'est pour les hardcore. Non, mais en fait, les designers, quand tu right-click là, puis tu fais, tu regardes t'ouvres le fichier dans Notepad, c'est du XAML. Oui, mais au moins il y a un designer pour WPF, il y a un designer. pas pour WPF. Exactement. Mais ce qui est intéressant avec l'approche par tag XML, c'est que ça ouvre la porte à avoir des workflows dynamiques, c'est-à-dire des workflows qui vont se changer dynamiquement, qui vont se resauvegarder pour que quand tu vas relancer, donc en cours de route d'exécution,
que les gens, même les utilisateurs, changent leur logique d'affaires pour l'adapter à leur réalité. Donc, donner finalement la capacité aux utilisateurs de devenir des power users. Puis on sait ça dans l'industrie, ça a toujours été très payant. Le meilleur exemple, Excel. Excel, avec la capacité de pouvoir faire tous les scripts qu'on a connus. Écoutez, moi, j'étais à la Caisse du dépôt et placement. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses qui se font dans Excel que si on aurait dit aux gens en 1970, vous savez, les tableurs, on va faire ça, on aurait dit, ouais. Donc, un jour, peut-être, dans 20 ans d'ici ou dans 10 ans, en tout cas, on verra bien, mais peut-être que dans les workflows, les gens vont modifier leur workflow pour faire, peut-être pas ce qu'on fait aujourd'hui avec Excel, mais faire d'autres choses reliées au domaine d'affaires, parce que les gens pourront utiliser des librairies d'activités développées spécifiquement pour des domaines d'affaires. Exactement. Puis tu as mentionné quelque chose rapidement il y a quelques secondes. Le fait de créer des workflows dynamiquement, ça c'est un aspect qui est assez flyé, dans le sens que un workflow peut appeler un autre workflow, etc., mais il y a une certaine dynamicité. Je sais pas si c'est un mot, ça, dynamicité. Nos amis en France vont... Excusez-moi. Donc, on peut amener un élément dynamique à nos applications. Je vais vous donner un exemple. L'été dernier, j'ai travaillé sur un projet dans le domaine du voyage, puis j'utilisais on n'en a pas parlé encore, mais le Rule Engine dans Workflow. En fait, on peut créer une série de règles qui vont être analysées lorsque le workflow va rouler. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le workflow, tu peux t'en servir pour t'en faire un engin de règles. Donc, exactement. Donc, ça vient dans Workflow Foundation. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cet engin de règles-là. Et ce que j'ai fait, c'est que les règles étaient loadées dynamiquement. La beauté de tout ça, c'est imaginez un système que vous écrivez en VB ou en C#, où on vous demande de coder des règles. Donc, vous faites des conditions, des if. Mais là, on vous demande de rajouter une nouvelle condition. Donc là, ce que vous devez faire normalement, c'est que vous chargez le code, l'application, vous codez la condition, vous compilez, vous déployez. Mais là, si on vous disait, tu peux rajouter des conditions sans recompiler ton application. Donc, des fois, ils sont là, puis des fois, ils sont pas là. Exactement. Ouais. Donc, les règles, tu les charges à l'exécution et tu peux en rajouter, tu peux en enlever. L'exemple que j'ai fait, c'est dans le domaine du voyage, c'était le suivant. C'est que on avait une demande de voyage qui arrivait dans le workflow. La demande devait être validée. Pour donner de la flexibilité à l'application, c'est que les règles étaient chargées dynamiquement. Des exemples de règles. Bon, si ton voyage est en bas de $1,000 et tu fais partie de tel département, ton voyage est automatiquement approuvé. Sinon, tu as un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux d'approbation. Mais si, par exemple, on rajoute un nouveau département, si on rajoute une nouvelle règle complètement différente, là, si tu voyages sur Air Canada et que ton segment est entre Montréal et Toronto. Un des pourquoi on veut souvent utiliser des règles, c'est qu'on a de l'information comme ça qui est très volatile, qui peut changer, puis qu'on veut pas coder en dur en logique d'affaires. Exactement. Parce que là, quand c'est en workflow, ça s'édite et se modifie aisément. Et oui, puis ce qui était intéressant dans le cas de ce projet-là, c'est que la compagnie pouvait offrir à ses différents clients des sets de règles qui étaient personnalisés, qui étaient totalement différentes d'un client à l'autre. Alors, le truc, c'était de passer le maximum d'informations au workflow. Donc, l'objet complexe que je mentionnais tout à l'heure, on y passait l'information sur la demande de voyage complète. Donc, le prix de qui a fait la demande, c'est quelle compagnie d'aviation qui t'a choisi, etc., etc. Et ensuite, le workflow, avec le Rules Engine, exécutait les règles, puis retournait une réponse. Ça pouvait être oui, c'est approuvé, non, c'est pas approuvé, oui, le premier niveau d'approbation est passé, maintenant ça passe au second, etc., etc. Donc, les exemples que tu donnes, Guy, c'est des exemples concrets qui, à mon avis, moi, justifient pour beaucoup d'organisations de dire « Hey, ça vaudrait la peine d'aller vers Workflow ». Une des compagnies qui est allée, puis c'est pour ça que Microsoft a décidé de se standardiser et de faire un API, c'est Microsoft eux-mêmes.
Parce que il y a des exemples de produits actuels qui viennent d'être lancés qui utilisent à l'intérieur le Workflow Foundation. Ben oui, on parle de Office 2007, SharePoint 2007, qui utilise Workflow. Donc, surtout SharePoint, effectivement. Parce que dans Office 2007, on voulait être capable justement de pouvoir faire de l'approbation, tout ce qui était gestion des contenus. Donc, ils sont servis de ça pour être en mesure de Gestion faire des ça. contenus. Donc, on parle de je fais une modification sur un document Word, un document Excel. J'ai un, 2, 3 niveaux d'approbation. Donc, mon patron va prouver ou rejeter les changements que j'ai fait au document. Donc, il y a plusieurs produits Microsoft qui vont intégrer ou supporter Workflow Foundation. On parle évidemment de SharePoint, on parle de Speech Server, Dynamics. Donc, parce que pour Microsoft, ils se sont rendus compte qu'au lieu de dédoubler, tripler, il était mieux d'utiliser un seul code source, une seule plateforme. Puis dans la vision Microsoft, c'est toujours dire, on le fera pas juste pour nous, on va l'ouvrir et le donner disponible à toutes nos tiers parties qui veulent utiliser notre plateforme développée. Effectivement. C'est de là la naissance du Workflow Foundation. Ouais. Puis on parlait tout à l'heure de Baystock. Baystock a son propre engin de Workflow présentement. Ça va changer, Ça va changer dans la prochaine version. Ils vont intégrer Workflow Foundation. Puis en parlant de plateforme, on parle de Workflow depuis tantôt, là, mais ça roule dans quoi, ça? Où ça roule? Sur 2003, sur XP? Windows 95. Non. Non. T'es sûr de ça, Mario? Ça roule là où tu peux déployer le .NET Framework 3.0. Donc, XP, Vista, évidemment, ça vient built-in dans Vista, et Windows Server 2003. Okay. Donc, on mentionne pas Windows Server 2000. On mentionne pas des versions précédentes de Windows XP. 98 Exactement. et compagnie. Mais le Windows XP d'aujourd'hui, ça donne quand même... ça l'oblige pas d'avoir à attendre le déploiement de tous des postes clients Vista pour dire on utilise ça. Puis, dans un monde distribué, comme moi, à la Caisse dépôt, on regarde d'utiliser du côté serveur, le workflow. Donc, Ben c'est là, pas un problème. le serveur, il roule 2003, il est capable de rouler ça. Puis, ça peut avoir beaucoup, beaucoup de sens de dire ma logique d'affaires, donc toute ma couche qui va faire la logique d'affaires, de la faire en workflow, parce que pour les raisons qu'on disait, là, de l'extensibilité, la capacité de pouvoir ultimement donner un langage de communication beaucoup plus proche entre les analystes d'affaires et les développeurs. Donc, juste pour terminer, mon petit point sur l'aspect qui est un petit peu plus complexe, là, c'est la formation. C'est pas évident de faire ce saut-là. Je le vois vraiment comme l'orienté objet. La coupure qu'on a eue lorsque l'orienté objet est apparu. Puis je pense que le workflow, c'est le futur. La version présentement qu'on a de Workflow Foundation, c'est un excellent départ, sauf que elle est un petit peu trop complexe dans sa V1. Je pense que avec les commentaires qu'ils vont avoir reçus dans la V2, on va avoir une façon plus simple, ou disons ça va être plus naturel de faire communiquer le host avec le workflow. Mais présentement, c'est un petit peu plus complexe. Puis comme toujours, la troisième génération, c'est celle qui va prendre le monde. Puis ça va sûrement, à partir de la V2, ça va être built-in dans Studio aussi. Là, c'est assez ardu de commencer. Là, faut que tu aies 2005, faut que tu aies le SDK, faut ça que c'est un bon t'installes point, les ça. designers. OK, donc pour coder des workflows, ça te prend finalement trois choses. Ça te prend Visual Studio 2005. Faut que tu installes le .NET Framework 3.0 et faut que tu installes aussi les extensions workflow à Visual Studio 2005. Puis du côté, si tu as fait tes workflows, si tu veux les rouler sur un serveur, faut-tu t'installer ça peut-tu rouler sur un Net 2.0 tout nu ou il y a d'autres choses qu'il faut installer? Non, ça prend le Framework 2.0 plus le Framework 3.0. Ben en fait, t'as pas besoin parce que quand tu installes 3.0, il met le 2. Effectivement. Si tu l'as pas, là, ça installe le 2 avant. Là, donc, en fait, le cœur du .NET Framework 3.0, c'est le Framework 2.0. Exact. Donc, pour finir, j'étais juste curieux. Est-ce que toi, à ton avis, est-ce que on devrait utiliser Workflow dans sa V1 là? Est-ce que ça a sa place actuellement dans notre outil, là, dans notre coffre à outils? Oui, si on est conscient des défis qui nous attendent, donc c'est un petit peu plus complexe à coder au niveau de communication, la
courbe d'apprentissage est un petit peu plus élevée. C'est un nouveau paradigme là, pour le développement. Ça peut être très intéressant. En fait, un workflow peut répondre à des besoins que si on voulait les coder de façon standard, donc en VB ou en C#, ça serait excessivement coûteux et difficile d'implémenter. Là, le Workflow Foundation nous offre des portes de solutions qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Écoute, Guy, je pense que ça fait le tour. Nous, c'est sûr qu'on va revenir avec toi pour parler des nouvelles et tout. En terminant, peut-être quelques livres que tu pourrais suggérer à nos auditeurs? Rapidement, il y a 4 livres à l'heure où on se parle qui sont disponibles sur Windows Workflow Foundation. Le premier, c'est Presenting Windows Workflow Foundation, qui est sorti il y a un bout de temps, qui est en version bêta. S'il vous plaît, n'achetez pas ce livre, c'est couverture orange. C'est comme une série de white paper interne que Microsoft a ramassé dans un livre, puis... L'aspect pédagogique est pas très fort. Pas du tout. De toute façon, c'est complètement dépassé. Il y en a un autre que Microsoft vient juste de sortir. En fait, c'est des architectes sur l'équipe de Workflow Foundation. Essential Windows Workflow Foundation sur Addison Wesley. Ce qui est intéressant, si vous voulez pousser très, 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 très loin au niveau workflow, si vous voulez apprendre c'est quoi un workflow, tout ça, c'est pas du tout parce que les architectes qui ont écrit ce livre-là, ils sont dans leur petit monde, puis écoutez, en fait, je pense qu'il y a 2 pages sur le livre au complet où on parle de designer. Puis en fait, c'est même pas pour l'utiliser, là. C'est vraiment, là, si vous êtes loin dans l'utilisation de votre workflow. Un autre sur Apress, qui est Foundation of Workflow Foundation, qui est un très, très mauvais livre. Le pire livre informatique que j'ai eu à lire depuis longtemps. C'est ça qui va vous introduire les fonctions de base, comment utiliser le designer, tout ça. Donc, entre-temps... Donc, il manque un bon livre d'introduction. Il manque un excellent livre. Il y en a un qui va sortir sur Microsoft Press dans quelques mois. C'est un step-by-step dans la série step-by-step. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. En réalité, c'est le jour où est-ce que les MVP vont écrire sur Workflow. Je pense à des gens comme Brian Noyes, qui lui va, à DevT, je vais parler beaucoup en long et en large de Workflow. Donc, le jour où ces gens-là vont écrire des livres, on va sûrement pouvoir avoir une meilleure offre. Effectivement. Guy, on arrête là-dessus, on va aller faire les nouvelles. Hey, en passant, le mot-clé, c'est oui? Workflow. Donc, on fait le pont. Guy, habituellement, c'est le co-animateur qui fait cette chronique, mais là, on va prendre notre invité. on va se partager la job, Étienne. Ah, super. Quelles sont les nouvelles qui ont retenu ton attention? Il y a eu la tournée de lancement 2007 que Microsoft a fait au Canada. Et ce qui promettait à la fin de la tournée, c'est de mettre en ligne là, tout le matériel qui ont servi à la tournée, donc les PowerPoint. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont enregistré sous format streaming chacune des présentations et maintenant, c'est disponible sur le web. Donc, si vous n'avez pas pu assister aux présentations du lancement de Vista et Office 2007, maintenant, vous pouvez aller en ligne. Comme nous autres, parce qu'on répondait aux questions. Exactement. Autre nouvelle? Pour ceux qui veulent tester la prochaine version de Visual Studio qui va sortir quelque part en 2007 sous le nom de code de Orcas, il y a ce qu'on appelle le CTP de janvier qui est maintenant disponible. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez télécharger ce CTP-là et l'installer sur votre machine et risquer de bousiller votre installation. Ou vous pouvez downloader une virtual machine et puis le tester dans Virtual PC. Puis moi, j'aimerais juste rajouter aussi qu'on a été au launch event de Business au mois de novembre. Ils launchaient la version Business pour Vista et Office. Puis le 30 janvier, qui est la semaine prochaine, je pense, c'est le lancement consommateur. Donc, on va pouvoir avoir du monde qui vont se mettre en ligne à minuit pour aller acheter des boîtes signées M. Gates. Il y en avait juste 20 000, je pense, de disponibles. Très drôle, en fait, ça. Il n'a pas signé 20 000 boîtes. C'est ce qu'ils disent, qu'il a signé 20 000 boîtes.
Je pense qu'ils ont embossé sa signature. Ouais. Mais elle va coûter plus cher. Fait que tu paierais-tu plus cher pour une signature embossée? Une nouvelle aussi, le mois dernier, on vous disait qu'il y avait le CTP de Enterprise Library 3 qui venait de sortir, mais ils viennent de... C'était pas très stable ce qui avait sorti. Puis là, on nous annonce qu'on est proche de pouvoir livrer un Enterprise Library version 3. Final? Final, mois de mars. Puis là, on a sorti un CTP cette semaine que nous, on a testé, qui est assez stable pour vraiment commencer à développer là-dessus pour se préparer à la version. Donc, vous avez des nouveaux projets qui démarrent. Peut-être jeter un coup d'œil à la version 3. Si vous avez comme besoin, par exemple, de vous assurer que les gens en exploitation soient capables d'éditer vos fichiers app.config, la version 3 fait ça. Donc, c'est bien un enjeu intéressant. Je pense que ça fait le tour des nouvelles, Guy. Oui, au niveau des nouvelles, oui, on pourrait peut-être parler de ce qui va se passer au GUVSM, au groupe d'usagers Visual Studio Montréal. Donc, prochaine activité. Prochaine activité, lundi... en fait, non, c'est pas un lundi, c'est un mardi. Exceptionnellement, c'est un mardi. Donc, mardi le 30 janvier, Éric de Carifel, qui est développeur senior chez Investissement PSP, va nous parler de concurrence. Alors, le titre de sa présentation, c'est « Comment ne pas se faire avoir avec la concurrence ». Donc, on parlait de la problématique des deux threads, le workflow. Ouais. On parle pas de la concurrence internationale. Là. C'est en plein dans le sujet. Exactement. Puis après la conférence, vous allez tous pouvoir vous garocher pour acheter une boîte de Vista, puisque c'est le 30 janvier. Wow! Ensuite, le 12 février, donc la prochaine présentation après, Adam Mechanic, qui est un MVP SQL Server de Boston aux États-Unis, va venir à Montréal nous présenter une présentation sur SQL Server, évidemment. Le titre de sa présentation, c'est Designing Highly Concurrent SQL Server Database Application. Vous voyez qu'il y a comme un lien conducteur, hein? Concurrence avec Éric de Carifel au niveau du code et Highly Concurrent SQL Server Application avec Adam. Ce qui prouve que la concurrence, c'est important. En tout cas, c'est un des enjeux d'architecture qu'on peut négliger. C'est un peu comme le monde transactionnel. Puis bon, il y a d'autres activités là, qui s'en viennent fin février. Ben là, ça va être finalement le 1er mars, l'autre rencontre. En tout cas, vous pourrez suivre ça en vous abonnant. La meilleure chose, c'est abonnez-vous à la liste de diffusion. Comme ça, vous ne manquez pas du tout les annonces du groupe utilisateur. Exact. Autre chose, nous, on parle peut-être de faire un samedi spécial sur Team System dans fin mars, donc une journée de formation avec toi, Étienne. Ouais, en fait, il y avait on avait fait un petit sondage dans le groupe la dernière fois, puis il y avait quand même pas mal de monde qui avait levé leur main, puis je pense que ça a commencé, ça fait 1 an que c'est sorti. Le monde commence à l'adopter un peu plus, puis là ils disent bon ben là on a des petits problèmes, c'est un peu plus complexe qu'on s'attendait, bon qu'est-ce qu'on devrait faire, donc on va faire une journée où est-ce que on va faire des présentations quand même plus formelles là, côté training puis apprentissage, mais aussi on va se réserver des heures de juste pour discuter. Moi mon problème c'est ça, puis là peut-être demander à tout le monde là, qui donne leur opinion comment on devrait faire pour trouver ça, mais ça va être vraiment hands-on. Ça va être hands-on. On va demander à tout le monde d'amener leur laptop. On va distribuer des machines virtuelles Microsoft là avec Team System déjà toutes préinstallées. Puis après ça, ils peuvent repartir chez eux puis continuer d'essayer ça là par eux-mêmes là, s'il y a des choses à... Dans la journée, on va faire des scénarios réalistes de comment... à quoi ça sert, ça, Team System? C'est ça. À quoi ça sert? Pourquoi je devrais utiliser ça versus VSS? J'ai souvent cette question-là. Écoute, mon équipe, on est 5. On peut bien utiliser VSS. Ça fait la job. Oui, ça fait la job. Mais avec Team System, tu pourrais être plus productif. Ça fait une meilleure job. Oui, puis tu pourrais être plus productif. Y a-t-il une date cible? On s'est-tu entendu sur un camp, là, cette journée-là? On n'est pas sûr encore. Ça va être la fin mars, probablement. Un samedi dans la fin mars. Ouais, donc, surveillez le site web du groupe. De toute façon, nous, on va tenir nos auditeurs au courant. Vous allez en entendre parler parce que ça s'en vient, là, ce printemps, fin mars, un samedi spécial sur Team System. Excellent. Écoute, Guy, nous, on ne dira pas c'était une bonne émission, tout ça. Ce qu'on va dire, c'est on va terminer l'émission là-dessus. C'était une bonne émission, mais la prochaine fois, on aimerait ça que tu sois là comme co-animateur. Eh oui, je vais traverser l'autre bord. Moi, ça m'a fait plaisir de me joindre à merci vous deux, bien, Étienne. Ce soir, ça a été bien agréable. C'est une expérience intéressante d'être pas l'invité qui parle tout le temps, mais qui essaie de mettre son mot une fois de temps en temps. Donc, lever le doigt, dire Mario, je veux dire quelque chose. C'est ça. Donc, ça a été bien intéressant, une belle expérience. Merci les deux. Ben sur ce, moi je vous remercie tous les deux.
Puis, on invite nos auditeurs à nous suivre, à nous revenir dans 2 semaines. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.